lorsque Francesca, 27 ans, a disparu lors de son voyage en moto en solo à travers l'Amérique. Les enquêteurs étaient convaincus qu'elle s'était écrasée quelque part le long des cols montagneux dangereux du Colorado. Sa famille a passé des années à parcourir ces sommets et ces vallées, s'accrochant à un espoir qui s'estompait à chaque saison qui passait. Mais 6 ans plus tard, ce que les équipes de récupération ont récupéré du Rio Grande a tout changé. Cela a mis une chose terriblement en évidence, ils avaient cherché au mauvais endroit depuis le début, et l'enquête était sur le point de prendre une nouvelle tournure effrayante. Le silence a commencé comme une anomalie mineure, une petite interruption dans un schéma sur lequel la famille Sullivan s'était habituée comme sur des roulettes. Ils vivaient dans la banlieue tranquille de Pennsylvanie, et le rythme de la fin août 2018 était défini par les visites quotidiennes de leur fille, Francesca. À 27 ans. Elle vivait l'aventure de sa vie, un voyage à moto à travers le pays qu'elle avait passé plus d'1 an à planifier méticuleusement. La règle était simple. Une promesse sacrée faite à ses parents anxieux avant même qu'elle ne sorte son vélo chargé de l'allée, un appel ou un SMS chaque soir, quoi qu'il arrive. Le premier jour, le 23 août. Son enregistrement manqué a été expliqué par la logique. Sa mère, Eleanor, a rappelé à son mari Mark que Francesca se trouvait au cœur des montagnes rocheuses. Un endroit connu pour son service cellulaire irrégulier. Elle campait probablement dans une vallée tranquille, loin de toute tour de signalisation, et appellerait dès le matin. Mark était d'accord. Même si une pointe de malaise avait déjà commencé à s'installer dans son ventre. Francesca était une planificatrice. Elle connaissait son itinéraire par cœur et aurait anticipé les zones mortes. Le deuxième jour, ce malaise s'est transformé en une anxiété corrosive. Les appels sur le téléphone de Francesca sont directement dirigés vers la messagerie vocale. Sa voix vibrante habituelle étant remplacée par un message d'accueil froid et préenregistré qui ne faisait que rendre le silence plus fort. Les SMS envoyés par les deux parents restaient obstinément marqués comme « non délivré », piégés dans un vide numérique où personne ne pouvait la joindre. Eleanor s'est retrouvée à faire défiler compulsivement les pages de médias sociaux de Francesca, actualisant un flux figé dans le temps. Sa dernière mise à jour était un message joyeux publié 3 jours plus tôt. Les conversations à la maison sont devenues saccadées. L'air devenant lourd de peurs inexprimées et de tensions croissantes. Les rationalisations ont commencé à sembler creuses. Au matin du 3e jour, le 25 août, le silence n'était plus un problème. C'était une alarme assourdissante. Ce n'était pas comme Francesca. C'était une motocycliste expérimentée, ayant passé des années à explorer les routes sinueuses de la côte est. Elle était compétente, prudente et profondément à l'écoute des inquiétudes de sa famille. Elle ne leur ferait jamais subir ce genre d'angoisse volontairement, même pas dans 1 million d'années. Le voyage était une célébration de son indépendance mais elle n'avait jamais confondu indépendance et imprudence. Le dernier contact que la famille a eu avec elle s'est présenté sous la forme d'une seule image rayonnante envoyée sur le téléphone de sa mère. C'était un selfie, pris sous un angle bas, capturant le visage de Francesca baigné de joie non filtrée. Son sourire était large et sincère. Remplissant le cadre, ses yeux plissant joyeusement contre le soleil brillant de la montagne. Ses lunettes de soleil étaient remontées sur sa tête, retenant des mèches de cheveux châtains ébouriffés par le vent. Elle portait sa veste d'équitation blindée préférée, noire et bleue, celle qui, selon elle, la faisait se sentir le plus en sécurité. Derrière elle se trouvait sa fierté et sa joie, une moto de tourisme sportive rouge foncé, dont le siège arrière était rempli de sacs noirs imperméables contenant tout ce dont elle aurait besoin pour vivre sur la route pendant 2 mois complets. Le décor était à couper le souffle. Presque surréaliste, des pics déchiquetés et enneigés s'élevant au-dessus d'un lac de haute altitude d'un turquoise éblouissant. La légende était courte et pleine d'enthousiasme. On pouvait y lire: « J'ai atteint le sommet du monde. Incroyable. Je vous adore. » À l'époque, ce message ressemblait à un cadeau, à un instantané parfait de son esprit libre et intrépide. Maintenant, c'était comme un fantôme. C'était sa dernière trace connue, une épingle numérique déposée sur une vaste carte indifférente. Exactement 72 heures après son dernier message. La famille Sullivan a passé l'appel. L'espoir s'est transformé en terreur. Mark Sullivan a pris le téléphone et a composé le numéro du bureau du shérif du comté de Hinsdale, dans le Colorado. En utilisant les sommets montagneux distinctifs visibles sur le selfie de Francesca, ils ont réduit son dernier emplacement connu à la beauté isolée et sauvage des montagnes de San Juan.
D'une voix tendue et ferme, Marc expliqua la situation au répartiteur. Il a exposé le modèle de communication brisé. La fiabilité inébranlable de Francesca et la certitude croissante que quelque chose n'allait vraiment pas. Il a donné son nom complet à Francesca Sullivan, sa date de naissance et une description détaillée d'elle et de sa moto. Il a ensuite envoyé par email le selfie. Autrefois joyeux et maintenant obsédant, accompagné du dernier message texte qui les avait autrefois fait sourire. Le rapport officiel a été déposé. Un numéro de dossier a été attribué. Et quelque part à travers le pays, à l'intérieur d'un bureau de shérif calme et lambrissé. Entouré des mêmes sommets sauvages qu'il avait autrefois enchantés, Francesca Sullivan était désormais, officiellement, une personne disparue. Ils ont recherché des glissières de sécurité cassées. Des traces de dérapage dans la terre ou des branches cassées au tout signe indiquant qu'un véhicule avait quitté la route. Ils n'ont rien trouvé. Les montagnes gardaient leur secret. La recherche était épuisante, tant physiquement qu'émotionnellement. Chaque journée se terminait par le même constat obsédant, aucun signe de Francesca, aucune trace de sa moto. L'immensité de la nature sauvage ne lui semblait plus un décor magnifique. Elle était devenue un adversaire. Après 4 jours infructueux, l'inspecteur Miller reporta son attention sur les gens qui y vivaient, passant du paysage à ses habitants. Il entreprit une recherche méthodique. S'arrêtant à chaque commerce sur le trajet probable de Francesca, station-service, restaurant et quelques motels isolés disséminés à travers le comté. Il portait une pile de dépliants fraîchement imprimés, chacun portant un selfie souriant de Francesca et une photo claire de son vélo BMW rouge. Dans un petit motel rustique près de Lake City, il trouva enfin sa première piste. Le propriétaire, un certain George, reconnut immédiatement Francesca. Il se souvint de son énergie débordante et de son enthousiasme contagieux. Elle avait passé la nuit là-bas, se souvenait George, et avait passé une demi-heure dans le hall à raconter son voyage. Au moment où Miller s'apprêtait à partir, George hésita. Puis ajouta quelque chose. Francesca avait évoqué une étrange rencontre plus tôt dans la journée à la station-service de la ville. Elle en avait ri sur le moment, la qualifiant de plus étrange que menaçante, mais elle était clairement restée gravée dans sa mémoire. Un homme s'était approché d'elle alors qu'elle faisait le plein de sa moto. Il ne se contentait pas d'admirer la moto avec désinvolture, il s'était montré inhabituellement insistant, posant une série de questions directes. Il voulait savoir où elle allait. Si elle voyageait seule, et il avait fait plusieurs remarques sur la valeur de sa moto. George a déclaré que Francesca avait admis que cela la mettait un peu mal à l'aise. Une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant lors de son voyage. C'était le premier indice tangible. Un fil conducteur qui s'éloignait d'un simple accident et s'orientait vers la possibilité de quelque chose de plus humain, de plus intentionnel. Miller a remercié George et s'est immédiatement rendu à la station-service. Le responsable de service s'est montré coopératif et ils ont examiné ensemble les images de sécurité de l'après-midi du 22 août. L'angle de la caméra était large, l'image granuleuse. Mais la scène était reconnaissable entre toutes. Francesca se tenait là, vêtue de sa veste bleue, à côté de son vélo rouge. Un homme grand et mince, portant une casquette de baseball sale et des bottes de travail, s'approcha d'elle. La vidéo était muette, mais son langage corporel en disait long. Francesca paraissait polie mais réservée, gardant une légère distance. L'homme, lui, était animé, il faisait des gestes vers la moto, se penchant bien trop près. Après quelques minutes, il s'éloigna enfin. Francesca termina rapidement le plein, enfourcha sa moto et s'éloigna. Miller a pris une image fixe de la vidéo et l'a montrée à un policier local, qui a immédiatement reconnu l'homme. C'était un vagabond, un travailleur saisonnier qui errait dans les villages de montagne. Acceptant des petits boulots dans le bâtiment ou l'élevage pendant les mois d'été et disparaissant dès l'arrivée du froid. Il avait un nom et un casier judiciaire mineur datant de plusieurs années pour un vol mineur. Une alerte a été immédiatement lancée aux forces de l'ordre du Colorado et des États voisins. Accompagnée d'une image de vidéosurveillance et d'une description de l'homme. Pendant une semaine, l'enquête s'est intensifiée avec une urgence renouvelée. La théorie a changé. Peut-être l'homme avait-il suivi Francesca depuis la station-service, attendant le bon moment. Mais cette piste prometteuse s'est effondrée aussi vite qu'elle était apparue. 2 semaines plus tard, un adjoint du shérif d'une région rurale du Wyoming a localisé l'homme qui travaillait dans un ranch isolé. Il a été interpellé.
Il s'est montré coopératif et a semblé sincèrement choqué d'apprendre la disparition de la sympathique femme à la jolie moto. Il a admis lui avoir parlé, expliquant qu'il était un grand passionné de moto et qu'il n'avait jamais vu de BMW Sport Tourer comme la sienne d'aussi près. Il a insisté sur le fait qu'il était simplement enthousiasmé par la moto. Plus important encore, il disposait d'un alibi solide et vérifiable pour toute la semaine de la disparition de Francesca. Son nouvel employeur a confirmé qu'il avait commencé à travailler le lendemain de l'enregistrement des images de vidéosurveillance, et ses feuilles de temps, signées par le contremaître, indiquaient des journées de 10 heures, chaque jour, sans une seule absence. Il se trouvait à plus de 300 miles de là lorsque Francesca a disparu. Après avoir vérifié son histoire, les enquêteurs n'ont eu d'autre choix que de l'écarter. La piste prometteuse s'est évaporée, laissant l'enquête exactement là où elle avait commencé. Alors que septembre laissait place à octobre, le caractère des montagnes de San Juan commença à changer. L'or vibrant des feuilles de tremble s'estompa et tomba, recouvrant le sol de la forêt. Un froid glacial envahit l'air. Les sommets autrefois légèrement recouverts de neige se couvrirent désormais d'épais manteaux blancs. La première grosse chute de neige de la saison a enseveli le terrain élevé, recouvrant le paysage d'une couche blanche immaculée et impénétrable. Toutes les preuves matérielles restantes, traces de dérapage, objets abandonnés. Même la moto elle-même ont été enterrées jusqu'au printemps. L'inspecteur Miller a convoqué une réunion avec le bureau du shérif et le chef de l'équipe locale de recherche et de sauvetage. La conclusion était inévitable. Avec l'hiver qui s'installait, une recherche terrestre à grande échelle n'était plus envisageable. C'était une décision pragmatique, mais douloureuse. Les recherches actives pour retrouver Francesca Sullivan ont été officiellement suspendues. Miller a passé un appel difficile à la famille Sullivan. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. Il leur a assuré que l'affaire resterait ouverte et qu'elle reprendrait au printemps. Mais tout le monde comprenait ce que cela signifiait réellement. L'enquête commençait à tourner au ralenti. De retour à son bureau, Miller rangea le dossier de Francesca désormais rempli de cartes, de rapports et de pistes sans issue dans le tiroir du bas d'un classeur. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant les montagnes et le mystère d'un épais et silencieux manteau blanc. Le printemps 2019 est arrivé dans les montagnes de San Juan avec un dégel lent et spectaculaire. La neige a reculé des cols d'altitude et les rivières se sont remplies d'eau de fonte froide et grise. Mais pour la famille Sullivan, le dégel n'apporta aucun soulagement. Seulement un regain d'urgence et une profonde frustration. On leur a dit que les recherches officielles ne reprendraient pas avec la même intensité. Les ressources étaient limitées et, sans nouvelles pistes, il n'y avait aucune zone précise à cibler. L'immensité sauvage qui avait englouti leur fille restait tout aussi vaste, tout aussi inaccessible. Ne voulant pas laisser la mémoire de Francesca prendre la poussière dans un dossier oublié, ils ont pris les choses en main. En juillet, un an après le dernier message de Francesca, Mark et Eleanor Sullivan ont chargé leur voiture et parcouru les 2900 km qui séparaient la Pennsylvanie du Colorado. Un pèlerinage né du désespoir. Ils ont transformé une petite chambre de motel à Lake City en poste de commandement improvisé. Des piles de papier s'accumulaient. L'air était chargé de l'odeur du toner de l'imprimante portable qu'ils avaient apportée. Ils ont passé leur journée à imprimer des milliers de dépliants, chacun portant le visage souriant de leur fille et le mot en gras, disparu. Leur quête devint une mission épuisante et déchirante. Ils reprirent le chemin de Francesca, non pas à moto, mais dans une berline raisonnable, qui semblait totalement dépaysée dans ce paysage accidenté. Ils empruntèrent les routes pittoresques, celles-là même que Francesca avait autrefois parcourues avec tant de joie. Mais ils ne virent aucune beauté dans le paysage. Chaque virage sans visibilité était un lieu d'accident potentiel. Chaque pente raide, une tombe potentielle. Ils s'arrêtaient dans chaque ville, chaque village, chaque restaurant de bord de route et chaque station-service. Ils collaient des tracts sur les panneaux d'affichage, leurs papiers neufs se détachant sur les affiches défraîchies annonçant des ventes de pâtisseries et des animaux perdus. Ils parlaient à tous ceux qui voulaient bien les écouter, répétant l'histoire jusqu'à ce que leur voix devienne rauque. Ces rencontres ont dressé un tableau douloureux des réactions humaines. Certains habitants se sont montrés profondément compatissants, se souvenant de l'affaire grâce aux informations, offrant des mots gentils et des prières. D'autres étaient polis mais distants, leurs yeux arborant le regard las de ceux qui avaient vu passer trop de familles affolées. Quelques-uns se sont montrés dédaigneux, voire irrités par l'intrusion.
pour les Sullivan. Chaque interaction rouvrait une blessure. Un cruel rappel que, si leur monde s'était figé dans le chagrin, le reste du monde avait continué d'avancer. Alors que leur recherche physique n'a abouti qu'à de l'épuisement et du chagrin, un autre type de recherche prenait de l'ampleur, en ligne. L'histoire de Francesca, avec ses éléments convaincants. Une jeune femme dynamique, une aventure en solo, une photo finale obsédante, avait captivé les communautés en ligne. Sur les forums de moto et les sites web consacrés aux faits divers. Des fils de discussion entiers sont devenus de vastes archives de spéculation et d'enquêtes amateurs. Des centaines d'utilisateurs anonymes, armés d'une simple connexion Internet et d'une soif de résoudre un mystère, ont décortiqué chaque détail connu de l'affaire. Ces détectives numériques ont soumis la dernière photo de Francesca à un niveau d'examen extraordinaire, bien au-delà de ce que les enquêteurs officiels pouvaient se permettre. Ils ont utilisé des données astronomiques pour calculer l'heure précise de la journée, en fonction de la longueur et de l'angle des ombres. Ils ont croisé les profils des montagnes avec les cartes géologiques, suscitant d'intenses débats sur l'emplacement exact du lac turquoise. Les théories se multiplièrent, s'orientant vers une douzaine de directions. Certaines étaient plausibles, peut-être Francesca avait-elle emprunté un chemin de traverse non goudronné, non pris en compte par les autorités. D'autres dérivaient vers des spéculations insensées. Elle avait découvert quelque chose de sombre dans un camping isolé. Soit elle avait été délibérément agressée à cause de sa moto de luxe. Soit elle avait orchestré sa propre disparition pour commencer une nouvelle vie. Mark Sullivan était devenu un visiteur nocturne des forums. Longtemps après qu'Eleanor soit allée se coucher. Il restait assis seul dans le noir, la lumière de son ordinateur portable projetant une pâle lueur sur son visage fatigué. Il lisait chaque commentaire, cliquait sur chaque lien, suivait chaque piste. Les forums étaient une arme à double tranchant. D'un côté, ils offraient un étrange réconfort, une communauté de personnes refusant de laisser Francesca tomber dans l'oubli. Ils maintenaient son histoire vivante, leur énergie collective constituant un rempart contre le silence écrasant. Mais d'un autre côté, ces spéculations extravagantes, souvent sans fondement, étaient une véritable torture. Lire les théories savantes d'inconnus sur les derniers instants de sa fille était une expérience particulièrement angoissante. Pourtant, il ne pouvait détourner le regard. Chaque nouvelle publication offrait la possibilité mince et désespérée d'une avancée décisive, un détail oublié, une nouvelle perspective. Quelque chose que d'autres auraient pu manquer. Les années passèrent. Les saisons changeaient dans les Rocheuses, et à chaque cycle, l'affaire devenait plus froide. 2 ans devinrent 3. Puis, à l'automne 2021, le silence fut brisé par une soudaine et fulgurante bouffée d'espoir. Une information est arrivée via la ligne d'assistance téléphonique nationale pour les personnes disparues. L'appelante était une touriste originaire de l'Ohio, en voyage dans le sud-ouest avec son mari. Alors qu'elle mangeait dans un petit restaurant poussiéreux d'une ville isolée du nord de l'Arizona. Elle a affirmé avoir été servie par une serveuse qui ressemblait étrangement aux photos de Francesca Sullivan vues en ligne. La serveuse semblait avoir le bon âge, avait la même couleur de cheveux. La même carrure, comme l'a noté l'appelant, une profonde tristesse dans ses yeux qui semblaient déplacés. L'information fut transmise à l'ancien service de l'inspecteur Miller. Puis à la famille Sullivan. La nouvelle provoqua un véritable choc dans leur vie. Pendant 3 ans, ils furent suspendus dans une angoissante ambiguïté. Et soudain, une possibilité tangible s'est présentée. Ils ont tenté de modérer leurs attentes, se rappelant les fausses pistes et les erreurs d'identité que comportent de tels cas. Mais l'espoir est une force puissante et irrationnelle. Eleanor se surprit à imaginer les retrouvailles, les questions qu'elle poserait, l'histoire que Francesca pourrait raconter. Mark s'autorisa à croire, l'espace d'un instant, que sa fille était vivante, que, d'une manière ou d'une autre, elle avait survécu et attendait d'être retrouvée. L'information a été transmise au bureau du shérif local en Arizona. Un agent a été dépêché au restaurant, un bâtiment bas situé sur un tronçon d'autoroute isolé. Il entra. La sonnette tintant au-dessus de la porte tandis qu'il scrutait la pièce. Et puis il la vit. Une jeune femme aux cheveux bruns tirés en arrière. Se déplaçant entre les tables avec une cafetière à la main. Il s'est approché de sa table et lui a demandé doucement s'il pouvait parler. D'abord surprise, elle prit ensuite des précautions. Elle le conduisit dans un petit bureau à l'arrière. L'agent lui expliqua gentiment la situation en lui montrant le dépliant avec le visage de Francesca. La femme fixa la photo un long moment.
Elle reconnut la ressemblance, mais secoua la tête. Elle sortit son permis de conduire de son portefeuille et le lui tendit. Son nom était différent. Sa date de naissance aussi. C'était une femme du coin, née et élevée dans la ville. Mère célibataire, elle cumulait 2 emplois pour joindre les 2 bouts. La tristesse dans son regard était liée à sa propre histoire. L'appel à la famille Sullivan fut bref et clinique. La piste était sans issue. La femme au restaurant n'était pas Francesca. La nouvelle fut dévastatrice. Le retour à la réalité fut brutal et rapide. Cette soudaine vague d'espoir avait rendu leur perte d'autant plus douloureuse. C'était, dira plus tard Eleanor, comme perdre à nouveau sa fille. Ce choc émotionnel les a laissés épuisés, vidés. En 2023, 5 ans après la disparition de Francesca, l'affaire n'était plus froide, elle était cryogénique. Le détective Miller avait pris sa retraite. Transmettant ses dossiers y compris l'épais dossier marqué « Sullivan » à un jeune détective désormais enseveli sous une lourde charge de travail de nouveaux crimes. Les prospectus que les Sullivan avaient autrefois affichés si méticuleusement avaient depuis longtemps disparu. Blanchis par un soleil implacable ou arrachés et remplacés par des avis plus récents et plus urgents. Les forums en ligne étaient pour la plupart devenus silencieux. Le fil conducteur de l'affaire Francesca était désormais enfoui dans les pages, et n'était ravivé qu'occasionnellement par un nouveau venu demandant « des nouvelles à ce sujet ?» La réponse était toujours la même, non. Pour le monde, Francesca Sullivan était devenue un fantôme, un souvenir numérique en voie de disparition. Mais pour sa famille, elle restait une présence constante et douloureuse. Ils étaient prisonniers de l'ambre de cette dernière semaine d'août 2018. Leur chagrin s'était transformé d'une douleur aiguë et perçante en une maladie chronique et incurable. L'ignorance était devenue un poids physique, une douleur sourde logée au centre de leur vie. L'enquête était en sommeil. Les pistes s'étaient taries. Et l'espoir qui les portait autrefois s'était évaporé, se transformant en une chose fragile, presque transparente. Pendant 6 ans. Le mystère de Francesca Sullivan est resté en sommeil, enfoui sous le poids du temps et de la vaste nature sauvage du Colorado. Lorsque la réponse est arrivée. Elle n'est pas le fruit des efforts acharnés d'un détective ou d'une confession longtemps attendue. Elle a été délivrée par la force brute et aveugle de la nature. À des centaines de kilomètres au sud de l'endroit où l'on avait pensé regarder, la fin de l'été 2024 a apporté une saison de mousson aux proportions historiques dans le sud-ouest américain. Un fleuve atmosphérique persistant, chargé d'humidité tropicale, s'est arrêté sur la région, déclenchant des pluies torrentielles jour après jour. Dans le haut désert du nord du Nouveau-Mexique. La terre desséchée n'a pas pu absorber le déluge. Les ruisseaux asséchés se sont transformés en torrents impétueux, et le Rio Grande, le grand fleuve qui divise l'État en deux, a commencé à gonfler. Il s'est transformé de son état habituel, calme et sinueux, en une artère violente et bouillonnante d'eau brune et boueuse. La rivière montait à une vitesse terrifiante, débordant de ses rives. Déchirant d'anciennes roches volcaniques le long de sa gorge. Le bruit était un grondement constant et faible, le grincement d'une pierre. Le sifflement d'une eau chargée de limon courant à une vitesse immense. Il s'agissait d'un événement purificateur. Une inondation qui ne se produit qu'une fois par génération et qui a remodelé le lit de la rivière. Il a arraché des embâcles qui avaient résisté pendant des décennies et a déposé des tonnes de nouveaux débris le long de son cours modifié. Quelques jours après que les eaux de crue ont atteint leur maximum et ont commencé leur lent retrait, un kayakiste local nommé Ben Carter a décidé d'explorer la rivière transformée. Carter, un guide fluvial d'une 40aine d'années, connaissait intimement les gorges du Rio Grande. Poussé par un mélange de curiosité professionnelle et de désir d'assister aux conséquences de cette inondation historique, il se mit en route. Le fleuve était encore haut et rapide. Ses eaux couleur café encombrées d'arbres déracinés et de dangers inconnus. Il a navigué dans les courants dangereux avec une habileté expérimentée. Sa petite embarcation étant éclipsée par les imposantes parois du canyon. Environ 1 heure après le début de son voyage, dans une section isolée connue sous le nom de Taos Box. Il a repéré quelque chose qui n'appartenait pas à son domaine. Contre la rive ouest, enchevêtré dans un enchevêtrement fraîchement formé de bois flotté et de débris, se trouvait un éclair de couleur surnaturelle, une tache de rouge délavé et boueux, coincée entre une énorme bûche de peuplier et le rivage rocheux. Cette partie du canyon était une véritable étendue sauvage, entièrement inaccessible par la route ou par un sentier. De son point de vue, au milieu de la rivière. Cela ne ressemblait à rien de plus qu'une forme étrange,
un morceau de déchet moderne qui détonnait dans le paysage primitif. Intrigué, Carter pagaya vers la rive, luttant contre le puissant courant qui tentait de l'entraîner en aval. Alors qu'il se rapprochait, la forme devint nette. Ce n'était pas du plastique ou un tonneau jeté. Avec un sursaut d'horreur, il reconnut la courbe caractéristique du guidon d'une moto, le haut d'un carénage avant dépassant de la boue et du limon. Le reste de la machine a été enseveli, coincé par le poids immense des débris gorgés d'eau. Il pouvait voir la peinture rouge, rayée et terne, mais c'était indéniablement une moto. Un œuf froid se forma dans son estomac. Personne n'aurait pu s'écraser ici par accident. Il n'y avait aucune route sur des kilomètres, seulement les falaises abruptes du canyon s'élevant de plusieurs centaines de mètres de chaque côté. Une moto à cet endroit précis ne pouvait signifier qu'une chose, elle avait été placée là exprès. Conscient de la gravité de sa découverte, Carter savait qu'il devait la signaler. Il éloigna son kayak de l'embâcle, marqua mentalement l'endroit en triangulant les formations rocheuses distinctives le long du bord du canyon et commença à pagayer fort. Il a dû parcourir encore 3 kilomètres en aval, à travers des eaux toujours agitées, avant d'atteindre un point où la gorge s'est élargie juste assez pour qu'un faible signal cellulaire puisse la traverser. Il a échoué son kayak sur une étroite langue de sable, les mains tremblant légèrement alors qu'il sortait son téléphone. Il a composé le 911 et a expliqué au répartiteur, la voix ferme malgré l'adrénaline, qu'il avait trouvé une moto dans la rivière, dans la Taos Box. Il a donné l'emplacement le plus précis possible, en soulignant que la zone était inaccessible à pied. L'appel a été transmis à la police de l'État du Nouveau-Mexique. Les agents ont dû se rendre au point de vue le plus proche sur le sentier Man Hot Springs. Ils ont utilisé des jumelles puissantes pour repérer l'objet rouge décrit par Carter dans le champ de débris ci-dessous. Ils l'ont rapidement confirmé. Aucun moyen de le récupérer à pied. Le terrain était trop escarpé, trop dangereux et la rivière encore trop sauvage pour être traversée. Ils ont fait appel à l'unité d'aviation. Le lendemain matin, le bruit sourd des pales du rotor résonna dans les gorges du Rio Grande. Un hélicoptère noir Bell 47 est apparu. Marqué « Police d'État » en or. Ses pilotes ont manœuvré avec précaution à travers des vents tourbillonnants. À bord se trouvait un officier de vol tactique et un plongeur de la police. L'hélicoptère P. Planait à 50 pieds au-dessus de la rivière. Son rotor fouettait l'eau jusqu'à la frénésie. Le plongeur, en combinaison étanche, a été descendu sur un câble en acier. Il a plongé dans la rivière froide et troublée et a lutté contre le courant pour atteindre l'embâcle, travaillant sous la surface. Il creusa à travers le limon compacté et déplaça des branches lourdes égorgées d'eau. Finalement, il a fixé des sangles de levage autour du cadre du vélo et a donné le signal. L'hélicoptère a soulevé les câbles tendus. Pendant un moment, la moto a résisté. Puis, avec un bruit de succion, il s'est libéré. Encrassé par la boue de la rivière, la BMW rouge est apparue mutilée, dégoulinante, monstrueuse. Il flottait dans les airs, suspendu comme un fantôme entre l'eau et le ciel. L'hélicoptère l'a transporté en aval et l'a déposé délicatement sur un banc de sable. Des agents et une équipe de scène de crime se sont précipités sur place. Un agent a essuyé la tête de fourche, révélant le numéro VIN. Il l'a lu à haute voix. Le répartiteur a répondu avec stupeur. La moto était enregistrée au nom de Francesca Sullivan. 6 ans après sa disparition dans le Colorado. Son vélo venait de refaire surface au Nouveau-Mexique. Le détective Mateo Reyes de la police de l'État du Nouveau-Mexique a pris en charge l'affaire. Il était calme, méthodique et connu pour résoudre des affaires complexes non résolues. Son premier appel fut adressé au détective retraité du Colorado, David Miller. Reyes lui a tout dit. Miller, stupéfait, a déclaré que c'était une validation. Il avait toujours cru que ce n'était pas seulement un accident. Il a promis d'envoyer ses anciennes notes de cas. Puis vint l'appel le plus difficile. Reyes a contact. Et le père de Francesca, Mark Sullivan. Il a annoncé la nouvelle doucement. La moto rouge a été retrouvée. Le silence à l'autre bout du fil était pesant. Eleanor halta en arrière-plan. La paix fragile qu'ils avaient construite est brisée instantanément. Leur faible espoir que Francesca ait simplement disparu pour tout recommencer est disparu.
La découverte du vélo n'a pas apporté de conclusion. Cela a apporté la terreur. L'affaire n'était pas terminée. Le vélo a été escorté jusqu'au laboratoire criminel de l'État à Santa Fe. Dans une baie stérile et bien éclairée. Les experts médico-légaux ont commencé leur travail. Le premier rapport provient d'un analyste des métaux. Il a conclu que la moto n'avait pas navigué dans la rivière depuis 6 ans. Seulement 6 à 8 mois au maximum. Les motifs de rouille étaient trop superficiels. La croissance des algues est trop récente. Aucun signe de corrosion profonde n'a été observé suite à une exposition prolongée à l'eau. Puis vint un autre choc. Un expert en reconstruction de véhicules a examiné les dégâts. Cela ne correspondait pas à un accident d'autoroute. Pas de rayures de glissement. Pas de fourche pliée. Pas de ça. Docteur tordu. Au lieu de cela, les dégâts étaient symétriques et verticaux. La moto avait atterri durement sur ses roues, probablement d'une grande hauteur. Reyes a examiné la carte de récupération. Le site se trouvait juste en aval du pont de la gorge du Rio Grande. Une chute de 650 pieds. Quelqu'un avait jeté le vélo du pont. Reyes a effacé la vieille Théo. Ce n'était pas un accident au Colorado en 2018. C'était délibéré. Une élimination corporelle. Fin 2023 ou début 2024. Quelqu'un s'était rendu sur ce pont. Et j'ai laissé tomber le vélo dans le canyon. Grâce à ces nouvelles preuves, l'affaire a été reclassée comme homicide actif. Les techniciens ont démonté le vélo pièce par pièce. La plupart des preuves médico-légales ont probablement disparu. Mais ils devaient essayer. Un jeune technicien a retiré la boîte à air. À l'intérieur, sec et protégé, se trouvait un fragile carré de papier et une partie d'un atlas routier. Il montrait une zone rurale dans le nord du Nouveau-Mexique. Une petite ville a été entourée d'un stylo bleu. Cela aurait pu être C. Et lui de Francesca. Ou celui du tueur. Quoi qu'il en soit, cela a orienté l'enquête vers un endroit précis. La ville est devenue le nouvel épicentre. Le détective Reyes a lancé un groupe de travail multi-agences. Les équipes de recherche ont ratissé le désert, les mesas, les maisons abandonnées et les ruisseaux asséchés. Ils ont montré la photo de Francesca à tous les habitants du quartier. Mais personne ne se souvenait d'elle. La recherche s'est terminée sans résultat. Puis, des semaines plus tard, la rivière a offert un autre secret. Un professeur de géologie étudiant les couches d'inondation a trouvé quelque chose de blanc dans les sédiments. Ce n'était pas un rocher. C'était un os. Reyes est revenu avec l'équipe de l'enquêteur médical. Ils ont déterré des restes humains partiels. Un anthropologue judiciaire a commencé l'analyse. Les restes correspondaient à une jeune femme. À peu près du même âge et de la même taille que Francesca. Le détail clé était une fracture de la clavicule droite guérie. Après comparaison avec le dossier médical de Francesca, il s'est avéré qu'il correspondait parfaitement. C'était elle. La cause du décès n'a pas pu être déterminée. Pas de coup de feu. Pas de coup de couteau. Juste le silence. Il a été jugé qu'il s'agissait d'un homicide. Mais la méthode reste inconnue. La famille Sullivan avait enfin une réponse. Mais cela a eu un coup terrible. Le meurtre de Francesca Sullivan reste non élucidé. Le tueur et la vérité sur ses derniers jours sont toujours là. La Terre garde ses secrets. Le fichier reste ouvert. Une affaire non résolue en hâte. NTE d'une résolution. Ou une confession. Ou peut-être juste. Encore un murmure de la rivière.